Bonjour à tous. Je vous propose de pouvoir poursuivre sur une séquence de qualité sur un panel qui est attendu, j'en suis sûr, le panel énergie. Alors aujourd'hui, l'énergie est un axe central, un axe géostratégique fort, étant donné les différents mouvements, les différentes péripéties entre la Russie et l'Ukraine, notamment sur le prix du gaz. Alors aujourd'hui, le Maghreb est une plaque tournante sur l'énergie. Le Maghreb et notamment le Maroc étant dans une phase de transformation lourde et profonde pour prendre le train de l'optimisation énergétique. Et donc effectivement, nous allons discuter aujourd'hui de la diversification énergétique, des tendances et des opportunités en Afrique du Nord et notamment au Maroc, avec un tour de table de qualité. Je pense qu'on peut vraiment tous les applaudir. Alors tout d'abord, nous avons Monsieur Fatmi Squali, qui est directeur des financements de projets chez Attijari Wafa Bank. Nous avons Philippe Miquel qui nous apportera le point de vue d'un développeur français en Afrique du Nord, donc qui est CEO de Denji en Afrique du Nord. Et nous aurons effectivement la chance d'avoir un point de vue entrepreneurial français d'une très très belle société française, la société Bi-Énergie. Donc j'ai l'honneur de recevoir Bertrand Coste qui est présent en Afrique avec une solution totalement innovante. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Avec un acteur de place, un acteur de référence, Attijari Wafa Bank. Fatmi Squali, quelle est la tendance globale, quelle est la tendance de fond sur les énergies renouvelables au Maroc et plus globalement en Afrique du Nord? Merci Florent, ravi de participer avec vous à ce panel. Effectivement, c'est un sujet central et fondamental qui occupe une place extrêmement importante au sein du groupe Attijari Wafa Bank. Mais avant de vous livrer un petit peu l'expérience et l'engagement du groupe en faveur de la transition énergétique et tout ce qu'on a fait ces dernières années pour cette thématique, comme je l'ai dit, centrale, permettez-moi juste de partager avec vous les raisons qui ont permis, ou du moins les facteurs favorisants qui ont permis au Maroc de voir l'émergence et le développement de projets de transition énergétique. D'abord, comme vous le savez, au début des années 2000, le Maroc a adopté une vision stratégique qui a été l'une des plus ambitieuses d'Afrique et qui était celle de porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique global du pays à 52% à horizon 2030. Et 8 ans avant, donc si on fait un bilan d'étape, on a fait quand même près de 2/3 du chemin puisqu'on est à un taux de 38% d'énergie renouvelable. Et pour cela, il y a eu un ensemble de facteurs favorisants, comme je le disais, notamment la réglementation, et qui a clairement favorisé. Et là-dessus, il y a eu, et je pense que Philippe en parlera tout à l'heure et connaît extrêmement bien le sujet, la fameuse loi sacro-sainte 1309, qui a permis l'implication du secteur privé dans le cadre de la production électrique. Et là-dessus, ça a fortement contribué à l'émergence de projets de production énergétique, d'éolien et notamment. Il y a eu également, d'un point de vue banque, et institutions financières, Banque El Maghreb, la Banque centrale, qui a joué un rôle prépondérant. Notamment, il y a effectivement une feuille de route pour la finance verte et l'alignement du système financier aux risques environnementaux et sociaux, mais au-delà de ça, elle a autorisé les banques et le système bancaire national à financer des opérations via des schémas déconsolidants, au-delà de la limite de concentration de division des risques pour une contrepartie, via des schémas project finance, et donc ce qui nous a permis de mobiliser aux côtés du système bancaire national des fonds extrêmement importants pour le développement de la transition énergétique. Donc finalement, l'impact, la vision stratégique, la réglementation et la vision de la Banque centrale a permis l'implication d'acteurs privés de renom, que ce soit des développeurs nationaux ou des développeurs internationaux, notamment comme Engie, et Philippe en parlera tout à l'heure, qui ont largement contribué aux 37%. Et aujourd'hui, au Maroc, on a près de 11 000 mégawatts installés. Et de ces 11 000 mégawatts, il y a près de 4 000 mégawatts d'énergie renouvelable entre l'éolien, le solaire et l'hydraulique. Et le secteur privé y a largement contribué, en plus des ressources naturelles du pays qui sont largement favorables. Pour vous donner juste un exemple, et je terminerai là-dessus sur les facteurs favorisants, vous parlez de l'expérience du groupe Attijari Wafa Bank, c'est Philippe le connaît mieux que moi. On a des ressources naturelles très fortes, et notamment sur l'éolien. On a un facteur de charge moyen au Maroc qui est de l'ordre de 44% pour les projets du Nord,
et 67% pour les Pougets du Sud. Si on vient faire un benchmark par la France, par exemple, on est plus aux alentours de 25-26%. Donc ça montre toutes les ressources naturelles du pays. Maintenant, et je conclurai avec quelques propos à propos du groupe Tijari Wafa Bank. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que le groupe s'est engagé très tôt en faveur de cette transition énergétique en finançant des projets d'envergure. On a développé ces 2 dernières décennies une expertise en arrangement, syndication et en structuration de ces projets. Et donc, on a financé notamment ces projets au Maroc sur des maturités très longues grâce à la capacité financière du groupe et à la capacité de prise ferme importante sur des maturités très longues qui pouvaient atteindre parfois les 20 ans. Et on a financé près de 2000 mégawatts pour des montants de près de 9 milliards de dirhams sur différents projets. De la 1309 pour des développeurs internationaux, on a eu la chance de financer un projet d'énergie renouvelable pour le compte de Engie et Nareva, qui est celui de Tarfaya et plein d'autres. Et je ferai référence à un seul projet de la 1309 moyenne tension, et je laisserai Philippe en parler tout à l'heure parce que clairement ça va ouvrir aujourd'hui les clients industriels sur la 1309, c'est la haute tension et la très haute tension. Et on a financé le premier projet de moyenne tension au Maroc qui a été sous forme d'une dérogation parce qu'effectivement la loi n'a pas encore été votée. C'est au nord en faveur d'Amendis, mais c'est un point extrêmement important parce que ça libéralisera les choses. Vous savez que le groupe Tijari Wafa Bank est également présent dans 16 pays en Afrique et on duplique ce savoir-faire, cette expérience et cette structuration de financement également dans l'ensemble de nos pays de présence et pour accompagner les dynamiques de transition énergétique et notamment au Cameroun. Pour vous donner un exemple, on a financé le projet Nachtigal qui est le premier projet hydroélectrique au Cameroun. C'est une centrale de 420 MW et on l'a fait pour le compte d'EDF qui portait le projet. On parle d'un projet de 1,2 milliard et on l'a fait aux côtés de banques locales, internationales et de DFI. Voilà, maintenant 2 choses. On est un groupe financier intégré, on apporte du conseil, on a fait le premier Green Bond pour Mazen également. Et un dernier point, et je conclurai par ce point-là, c'est qu'on est la première banque à avoir obtenu l'accréditation du Green Climate Fund, qui est le fonds vert pour le climat des Nations Unies. Ça dénote tout l'engagement du groupe en faveur de la thématique de transition énergétique. C'est un process qui a duré, de due deal qui a duré plus de 4 ans, à la suite de la COP22 à Marrakech en 2016. Et on est la première banque commerciale en Afrique et dans la région MENA, et la 7e au monde à avoir obtenu cette accréditation, qui nous permet de canaliser des financements concessionnels pour des projets de développement durable de manière globale, que ce soit d'atténuation, d'adaptation et de transition énergétique plus particulièrement, des projets à fort impact socio-économique, où donc on peut apporter également du financement concessionnel là-dessus. Voilà globalement pour la vision du banquier, on va dire. Très très bien, en tout cas c'est extrêmement intéressant et aussi très très vaste parce que ça nous ouvre un peu tous les champs des possibles. Alors comme on l'a compris, techniquement, donc, le Maroc est une terre fertile en projet, en énergie. Donc si j'ai bien retenu les mots de monsieur Dufourc ce matin et de monsieur El Kettani, donc l'énergie est un secteur incontournable à l'heure actuelle. Alors on va peut-être ajuster la focale sur du coup les us et coutumes et rentrer un petit peu plus dans le détail des projets, des opportunités avec Philippe Miquel, donc, qui est le CEO d'Engie pour l'Afrique du Nord. Merci, bonjour à tous et à toutes. Un point focal sur la diversité énergétique ou la transition énergétique. Bon, le Maroc se détache clairement du reste de la zone. Vous avez en tête l'Afrique du Nord, Égypte, Algérie, Tunisie. La capacité installée est entre 95% en Égypte et 99% en Algérie carbonée, puisque et l'Égypte et l'Algérie sont des pays fortement gaziers et donc utilisent leurs ressources naturelles. Le Maroc, effectivement, se détache parce qu'il a un potentiel solaire et éolien très important et qui a effectivement 42%, ou 38% exactement en 2020, 38% de la capacité installée, qui est une capacité dite renouvelable, c'est-à-dire solaire ou éolienne. Alors, la réalité, Fatmi m'excusera, est un tout petit peu plus nuancé, puisque en termes de capacité installée, on est bien autour de 38% de renouvelables. En termes d'électricité produite, elle reste
assez majoritairement carboné, puisque entre la capacité installée et la capacité produite, vous avez ce qu'on appelle le productible, et le fait que le solaire ne produit pas la nuit et qu'il faut prendre le relais. Et donc au Maroc, c'est malheureusement une énergie qui est très carbonée. Alors, ce qu'on peut dire sur le développement des projets, sur les perspectives, j'ai bien aimé le titre de l'atelier qui s'appelle « Diversité énergétique » parce qu'effectivement, ce dont on aura besoin demain, c'est de la diversité énergétique. Il ne fait plus débat aujourd'hui qu'il faut être compliant d'un point de vue émissions de CO2. Il y a 5 ans, vous aviez essentiellement les ONG et les gouvernements qui s'intéressaient à cette question-là. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis, ceux qui nous financent, ceux qui nous assurent, ceux qui développent, nos clients. Enfin, nos clients nous demandent à nous d'être compatibles en termes d'émissions de CO2. Ceux qui nous financent nous le demandent aussi. Donc, ça ne fait plus débat. Et il y aura à un moment donné un signal carbone, quoi qu'il arrive, et probablement plus rapidement qu'on ne le pense. À partir du moment où vous voulez que les gens arrêtent de fumer, ben, vous taxez le paquet de cigarettes. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et donc, on aura un signal carbone. Et donc, il faut que tout le monde se mette ensemble vers cette diversité énergétique, cette transition énergétique. Et pour moi, c'est 3 choses. C'est effectivement se développer vers des énergies moins carbonées. Le Maroc s'y met très largement. Je dirais juste un mot de la loi 1309. C'est un usage beaucoup plus raisonné. Et c'est un 3e élément dont on a beaucoup moins conscience. C'est ce qu'on appelle la décentralisation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on était habitué à construire des centrales qui alimentaient des réseaux, qui alimentaient des clients, et le système est en train de s'inverser. C'est nos clients qui deviennent eux-mêmes producteurs de leurs propres besoins énergétiques, à travers leurs panneaux solaires en toiture, à travers l'utilisation de leurs déchets en biogaz ou biomasse, à travers la batterie de leur véhicule électrique quand celui-ci ne produit pas. Et donc ce monde de l'énergie décentralisée, on pense qu'il n'est pas réversible. Et que le monde de demain, ça sera un échange d'énergie entre usagers. Je donne souvent l'exemple de Google qui a mis aux États-Unis une offre sur le marché qui vous permet d'acheter l'électricité de la batterie du véhicule de votre voisin. Alors lui va sur Internet, poste X gigawattheures pendant de 4 heures du matin à 6 heures du matin, quand il n'utilise pas sa voiture, pardon. Vous allez sur Internet et vous dites, moi j'aurais besoin d'électricité entre telle heure et telle heure, et j'ai besoin de Y gigawattheures. Et Google fait le matching entre les deux, donc vous avez techniquement la possibilité d'acheter l'électricité de la batterie de votre voisin. Le monde de l'énergie de demain, c'est ça. C'est des usagers qui vont produire leurs propres besoins. Et ça, il y a besoin d'aider à le développer le plus massivement possible. Et c'est là que l'Afrique du Nord, et le Maroc en particulier, est un peu en retard. C'est-à-dire que le monde de demain, qui est ce monde d'échange d'énergie, encore une fois, à travers ses panneaux solaires, à travers son biogaz, à travers ses batteries, il faut qu'il soit autorisé d'un point de vue juridique, et c'est pour l'instant pas le cas dans les pays d'Afrique du Nord. Alors, Fatmi a parlé de la loi 1309, c'est quoi? C'est la possibilité que vous avez de produire de l'électricité à partir d'un parc renouvelable installé à un endroit du Maroc et d'alimenter un client qui se trouve sur le réseau haute tension. Il y a une loi qui est en préparation, qui est sa traduction pour les clients en moyenne tension, qui ne sont pas raccordés au réseau haute tension, qui s'appelle la 4019, qui tarde un peu à être mise en œuvre, mais qui permettra aux clients donc moins gros consommateurs de produire et d'injecter sur le réseau le surplus de consommation. Ça, ce n'est pas encore possible, malheureusement. Ce qui est possible, c'est d'autoconsommer, c'est-à-dire de produire avec des panneaux solaires pour ses propres besoins. Mais il n'est pas encore possible d'injecter le besoin excédentaire sur le réseau. Et ça, il faut effectivement l'accélérer. Beaucoup de gens sont prêts à financer. Ces sujets-là ne sont pas des sujets de financement. Plein de développeurs comme nous sont prêts à développer ces projets. Et il y a évidemment plein de clients qui sont prêts à acheter les kilowattheures. Et donc, c'est aussi, et je termine là-dessus,
un problème de compétitivité nationale. Parce qu'aujourd'hui, le moyen le moins cher pour produire de l'électricité, en coût complet, c'est le renouvelable. Et donc, puis la crise russo-ukrainienne a aussi montré que c'était un facteur de sécurité d'approvisionnement, parce qu'à partir du moment où vous produisez vos propres besoins, vous ne dépendez pas de belligérants à l'est de l'Europe qui décident de ne plus vous fournir de gaz. Donc c'est un facteur de compétitivité, un facteur de sécurité d'approvisionnement. Et malheureusement, les choses pourraient, pour être politiquement correct, pourraient aller plus vite au Maroc et en Afrique du Nord de façon générale sur cette partie-là de la transition qui est de mon point de vue, très importante, qui est la décentralisation de la production énergétique. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Très très intéressant. Alors j'attendais justement l'explication sur la loi 1309. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Alors on parle beaucoup de transition énergétique, mais quand on parle de transition énergétique, on parle aussi d'optimisation. Donc c'est-à-dire qu'on vient aussi optimiser les capacités de production et les équipements déjà existants. Et donc on a la chance d'avoir la société Bi-Énergie qui est déjà active en Afrique du Nord. Alors, tout d'abord, Bi-Énergie, quelle est la vocation et quelle est la proposition de valeur de l'entreprise? Alors bonjour à tous, nous on est spécialisé dans la régénération des batteries. Alors qu'est-ce que c'est que la régénération? C'est un procédé qui existe depuis 1924, qui est très très ancien, qui a été mis sous le tapis par les fabricants de batteries, puisque ce qui les intéressait c'est de faire du commerce et de revendre des batteries en considérant que c'est un consommable comme un autre. Et nous, on a développé des machines 100% françaises qui sont capables donc de doubler ou de tripler la durée de vie des batteries. Alors les batteries, il y a plusieurs technologies. On a commencé par les batteries au plomb, puis les batteries nickel-cadmium. Alors au plomb, il y a plusieurs familles. Il y a les plombs ouverts, les plombs fermés, les AGM, les GL. On a des bons résultats sur les 3 technologies. Et on a évolué sur le nickel-cadmium, notamment pour les sites pétroliers comme ADNOC à Abu Dhabi. On évolue également sur les batteries NiMH pour les batteries de véhicules hybrides et on commence à avoir des résultats sur les batteries au lithium puisqu'on est lauréat du concours Innov de l'ADEME et on a quelques résultats et je pense que d'ici 5 ans on sera prêt également pour faire la maintenance et de la régénération sur les batteries au lithium. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que la régénération? C'est une brique additionnelle dans la chaîne de vie d'une batterie avant qu'elle devienne un déchet. En fait, une batterie, lorsqu'elle perd sa capacité, elle n'est plus bonne à son usage initial et on considère qu'elle est hors d'usage et elle passe directement au recyclage. Alors c'est bien le recyclage pour le plomb puisqu'on a 98% des matières qui sont recyclées, mais c'est extrêmement carboné et c'est très cher. C'est-à-dire que recycler une batterie, c'est quasiment aussi carboné qu'en fabriquer une neuve. Donc du coup, on a un impact carbone qui est très important et un impact financier qui est très important. Donc notre métier, c'est d'ouvrir des centres de régénération pour ouvrir un service qui soit en amont de la gestion des déchets. Donc on est vraiment dans l'univers du service. On échappe complètement à tout ce qui est installation classée pour la protection de l'environnement en matière de déchets, puisqu'on travaille sur un produit. Il n'y a pas de transfert de propriété de la chose. À titre d'exemple, on a régénéré les batteries pour Maroc Télécom. Donc Maroc Télécom a énormément, des dizaines, voire des centaines de milliers de batteries dans ses BTS. Ce sont des batteries au plomb, type AGM, front terminal pour les techniciens, et des grosses batteries qui font jusqu'à 10 tonnes dans les data centers. Et tout ça, on arrive à les régénérer, plus c'est gros, plus c'est facile. Alors, c'est une technologie qui est 50 à 70 fois moins carbonée que le recyclage, puisque en fait, elle s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire locale, puisqu'on crée des nouveaux emplois. Mais on réduit aussi massivement les déchets industriels spéciaux puisque les batteries, ce sont des déchets dangereux au titre de la Convention de Bâle qui est en vigueur. Et donc du coup, dans certains pays d'Afrique ou d'Inde, il n'y a pas de filière organisée. Donc du coup, il y a vraiment un gros problème de pollution au plomb. On se souvient tous des scandales qu'il y a eu au Sénégal avec des pollutions d'enfants, des contaminations au plomb de jeunes enfants, des écoles, etc. suite à des malfaçons dans le recyclage de batteries. Donc du coup, nous on est là pour optimiser en fait le système énergétique en place, notamment sur les sites isolés ou les sites qui sont avec un backup énergétique type batterie, qui est essentiellement utilisé sur les sociétés de télécom, les banques,
les hôpitaux, on fait tous les sites sensibles. Donc on a énormément de batteries en place. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de garder ce patrimoine batterie le plus longtemps en vie possible et d'arrêter de les recycler ou de les jeter. Et puis ça a vraiment du sens actuellement, puisqu'on est dans une condition de tension des marchés. On travaille beaucoup avec le groupe Volvo Truck, par exemple, en France. Ils ont vraiment même du mal à se sourcer en batterie de démarrage de première monte. Donc, du coup, on arrive à régénérer leurs batteries de leurs ateliers et elles passent en première monte. Donc, c'est vraiment tout à fait novateur. Et on est dans la résilience territoriale à 100%. Très très bien. Alors, c'est très très intéressant. Alors, on a effectivement évoqué plein de sujets, mais pour les sociétés déjà implantées au Maroc, qui n'ont pas forcément comme modèle économique la production d'énergie et qui souhaitent tout simplement en fait prendre le train de la transition énergétique, quels sont les accompagnements, éventuellement quels sont les outils à leur disposition pour essayer de les aider dans cette transition, dans cette mutation vers l'optimisation énergétique. Alors, question pour Fatmi. Effectivement, Florent. Bon, le sujet de la transition énergétique, effectivement, englobe j'ai parlé tout à l'heure des productions, du financement des grandes centrales électriques, mais évidemment, il y a un sujet central qui est celui de la décarbonation de l'industrie, et Philippe en a parlé tout à l'heure. Clairement, et au-delà du financement, plusieurs enjeux sont clés. D'abord, il y a un enjeu réglementaire au Maroc et à l'international, puisqu'il y a une taxonomie verte qui est en train d'être mise en place, avec ce qui induit la mise en place de barrières tarifaires à l'entrée des marchés européens pour les produits carbonés et qui va se mettre en place graduellement d'ici 2030. Et donc clairement, il y a un enjeu d'adaptation et de réduction de l'empreinte carbone pour nos clients corporate, pour l'écosystème de tissus de PME, PMI et pour les exportateurs de manière générale, avec la mise en place de process, de faire en sorte que leur empreinte carbone soit préservée de manière à préserver également leur compétitivité à l'international. Donc c'est un double enjeu pour nous, secteur bancaire. D'abord pour l'accompagnement de notre clientèle là-dessus et de la réduction de leur empreinte carbone à travers la formation, la sensibilisation, mais aussi à travers d'offres de financement incitatives. Et c'est extrêmement important parce que pour faire du centralisé, il y a des offres... il faut que le client industriel il trouve son compte au final. Parce qu'il y a également la loi 1309 sur la moyenne tension qui permettra également de toucher ces clients industriels, mais il y a également des offres de financement dédiées sur la partie centralisée. Maintenant, il y a également un deuxième enjeu pour nous en tant que banque, qui est une contrainte positive réglementaire qui sera dictée par la Banque centrale, et qui est le fait de se conformer aux risques environnementaux et sociaux que la Banque centrale va mettre en place et que le système bancaire devra forcément, auquel il devra se conformer. Et là-dessus, on a un gros chantier en interne pour la cartographie des risques là-dessus, parce qu'aujourd'hui, sur un dossier de financement, et je sais qu'il y a un certain nombre de secteurs polluants dans notre portefeuille, jusque-là, une banque ne prêtait pas attention, bien sûr, aux risques de contrepartie, mais ne prêtait pas attention aux risques environnemental ou social que ce financement allait engendrer. Aujourd'hui, c'est une contrainte positive que l'on doit en plus intégrer, en plus de l'accompagnement de tout le tissu économique. Donc c'est un enjeu crucial national d'attractivité pour l'économie marocaine de manière globale. Et on est en train de mettre en place... donc on a un certain nombre de leviers de financement pour répondre à votre question. Le Fonds africain d'efficacité énergétique qui est porté à travers notre filiale de Private Equity qui intervient directement en equity auprès des clients industriels pour les projets, pour financer des projets en autoconsommation. Mais on a également un chantier stratégique là-dessus pour adapter l'offre green à cette décarbonation de l'industrie. Voilà. Très bien. Je voulais rajouter. Je vais peut-être compléter sur la partie plus technique de qu'est-ce qu'un industriel doit faire ou peut faire ici au Maroc. En fait, tout existe. C'est-à-dire qu'un industriel qui veut décarboner, d'abord, il doit mesurer ce qu'il émet. Et donc, vous avez la possibilité de faire des audits énergétiques de vos installations. Ensuite,
une fois que vous avez ce diagnostic et que vous voulez investir dans des solutions d'efficacité énergétique, eh bien, vous avez tous les développeurs en capacité de vous proposer des solutions. Vous avez tous les bureaux d'ingénierie qui peuvent vous accompagner pour les définir. Et puis, troisième élément, à partir du moment où vous avez défini votre solution, vous voulez pouvoir effectivement la financer. Et comme l'a dit Fatmi, tous les outils de financement sont accessibles. Il n'y a pas de difficulté de financement. Hein. J'insiste toujours là-dessus. C'est toujours des problèmes de modèle d'affaires plutôt que des problèmes de financement. Toutes les banques sont prêtes à vous financer, pour autant que vous soyez suffisamment robuste pour repayer l'investissement. Donc c'est jamais un problème de financement. Encore une fois, les lignes sont plutôt sous-utilisées en général que surutilisées. C'est toujours un sujet de trouver des bons projets avec des bons porteurs de projets, en tout cas jugés suffisamment bancables, pour utiliser un terme barbare, bancables, pour que ce projet soit financé. Alors, peut-être que le public aurait des questions, des interrogations, peut-être que le public souhaiterait éventuellement rebondir. Alors, dans l'attente, moi je vais quand même poursuivre un petit peu la réflexion. À vous, Philippe, et notamment à Bertrand, qu'est-ce qu'un bon projet et quels sont les conseils qu'on peut demander à un entrepreneur pour éventuellement améliorer son projet au Maroc notamment? Qu'est-ce qu'un bon projet? C'est un projet qui répond aux besoins de l'industriel. Si on parle de décarbonation des industriels, c'est un projet qui répond à un besoin spécifique de décarbonation, donc qui a été bien dimensionné et qui a été bien structuré d'un point de vue de son financement. Et deux, c'est un projet qui se finance, et c'est là que ça devient plus compliqué. Beaucoup d'industriels se plaignent du manque de financement. J'insiste sur le fait que ça n'est jamais un problème de financement. C'est toujours un problème de modèle d'affaires. Il faut faire en sorte que votre projet soit viable dans la durée. Si vous demandez un financement dans la durée, et viable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investisseur sera suffisamment robuste sur la durée. Le produit que vous allez produire sera suffisamment vendable sur la durée de l'investissement et que vous êtes suffisamment pérenne sur votre marché. C'est ça ce qu'on appelle la bancabilité d'un projet. C'est ça qui est en général le plus difficile. Un terme un peu barbare. Bertrand, vous souhaitez poursuivre? Non, simplement que les batteries, c'est un élément central justement pour pallier à la discontinuité des énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou le vent. Et nous-mêmes, on essaie de promouvoir en fait des systèmes avec des stockages basés sur des batteries régénérées. On a déjà fait des carports solaires pour les véhicules électriques, basés avec des batteries régénérées issues de la manutention, avec des chariots élévateurs qui allaient à la casse. Donc on est allé piocher dans les déchets, on a régénéré les batteries, on les utilise en application stationnaire pour un autre usage, donc un changement d'usage. Et ça fait partie du mix en fait, et toutes les idées sont bonnes à prendre à toutes les échelles. Et puis quand vous avez un projet solaire, je pense qu'il faut toujours étudier la partie autoconsommation avec un système de batterie intégré, parce que le fait de stocker en interne, ça peut déjà alléger vos factures, mais aussi il y a des systèmes maintenant de revente de votre stock d'énergie dans vos batteries. Donc les batteries vont devenir toujours un élément central du développement de ces nouvelles énergies. Peut-être un complément avant de passer le micro. Un bon projet aujourd'hui, c'est aussi un projet qui est responsable d'un point de vue climatique ou climato-compatible. Avant, un bon projet, c'est un projet qui vous rendait compétitif. On vous demandait, vos clients vous demandaient d'avoir un bon prix. Alors évidemment un bon produit, parce que sinon, toujours un peu de mal à le vendre, mais d'être compétitif en termes de prix, aujourd'hui, c'est aussi un critère d'investissement. Vos clients vous demanderont plus simplement un bon prix, ils vous demanderont aussi votre empreinte carbone. Et ça, la vitesse
à laquelle les clients vous le demandent est en train de s'accélérer. Et demain, ça sera un critère d'investissement aussi important que la compétitivité prix. Et j'insiste sur le fait qu'on aura un signal carbone à terme qu'il faudra intégrer dans votre investissement. Et que ça n'est plus un gadget. Donc les systèmes de stockage d'énergie en particulier vont devenir partie intégrante de cette économie. Et j'insiste, la compatibilité avec le climat n'est pas un gadget de développeurs ou de financeurs, ça devient un vrai sujet. C'est une nécessité, du coup. Bonjour, merci aux intervenants pour leurs insights. Merci à BPI France pour le choix de la thématique. Zeynep Hermich. Moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit quant à l'amendement de la loi 1309, qui est très attendu aujourd'hui par l'ensemble des parties prenantes. J'aurais souhaité vous entendre un petit peu, entendre votre vision de l'évolution du marché au Maroc. On sait tous qu'il y a aujourd'hui un sujet de débouché. Comment est-ce que vous voyez un petit peu les choses en attendant que ce sujet de loi se règle, d'une part. J'aurais également souhaité, peut-être je m'adresse à M. Srali, peut-être entendre votre... Alors, la première question peut-être était adressée à M. Mickel, si vous permettez. Et la seconde, vous avez évoqué le cas du projet qui a été financé grâce à une dérogation. J'aurais souhaité que vous partagiez un peu plus avec nous les conditions, les caractéristiques qui ont fait que cela fut possible. Merci par avance. Merci pour la question. Je vais essayer de répondre. Alors, quelle est la situation au fond? La loi 1309, comme son nom l'indique, a été votée ou élaborée en 2009. Ça fait 23 ans. Ça fait 13 ans, pardon. Elle a été très bénéfique pour impulser, initier, lancer le marché, qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est à 38% de capacité renouvelable installée. Le deuxième marché pour le Maroc sera la moyenne tension et ou le développement de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert est pour beaucoup le chaînon manquant de la transition énergétique, c'est-à-dire une énergie qui se stocke et qui est flexible et qui fera la transition entre du renouvelable non flexible et du fossile. Mais en dehors de l'hydrogène vert, l'autre marché du renouvelable au Maroc, c'est la moyenne tension. Et il faut absolument que ça sorte très vite pour initier le marché, parce qu'il n'y a malheureusement pas d'autres besoins vraiment. Le marché de la haute tension est un peu saturé. Et puis, il y a un vrai sujet de compétitivité. C'est encore une fois l'énergie la moins chère et c'est l'énergie la plus climato-compatible. Donc, c'est une urgence absolue. En tant que développeur, le Maroc, je pense, est en train de prendre un peu de retard par rapport à d'autres pays. Je pense qu'il est urgent que la 4019 soit votée. Très rapidement, Fatma. Oui, alors pour répondre à votre question, moi je rejoins totalement Philippe par rapport à son analyse, parce que clairement, Philippe a parlé d'un projet qui soit bancable. Il faut qu'il ait à la fois sur les aspects techniques, financiers et tout ce qui suit le bon business model. Maintenant, on attend avec impatience la TRA 1309 en moyenne tension. On espère que les projets qui vont sortir là-dessus vont l'être et vont être structurés de la même manière que certains très haute tension qui ont vu le jour. Maintenant, oui, on a eu à intervenir sur un projet en particulier et qui avait une configuration capitalistique très particulière au départ et qui a connu une évolution. Philippe sait de quoi je parle. Il y a un investisseur international qui est dans le tour de table. C'est un PPA sur 25 ans qui a été signé avec Amendis, qui a bénéficié d'une dérogation moyenne tension, puisqu'on n'est pas sur une panoplie de contrats PPA diversifiés, mais on est sur un off-take unique Amendis. Ce qui nous rassurait d'un point de vue bailleur de fonds, parce que on a veillé dans le cadre de la structuration à ce que
le contrat de fourniture soit suffisamment baqué, quand bien même le délégataire viendrait à changer. Et donc après, il y a l'expertise technique des développeurs sur lesquels il y avait une configuration capitalistique au départ et qui a connu une évolution. Aujourd'hui, un investisseur international, un développeur international avec un développeur marocain. Pour des soucis de confidentialité, je ne dévoilerai pas le nom, mais c'est, je pense, un projet public. Et il y avait des vrais sujets de structuration là-dessus et il a mis 1 an à se déboucler, mais au final, on l'a fait pour toutes les raisons de bancabilité d'un projet dont Philippe parlait tout à l'heure, à la fois d'un point de vue technique, d'où l'importance d'avoir des développeurs qui aient toute l'expertise nécessaire, et d'un point de vue structuration juridique avec un off-taker ou des off-takers. Quand il y a la 1309 moyenne tension, il y en aura plusieurs. Là, en l'occurrence, c'est une 1309 moyenne tension hybride parce qu'on a un seul off-taker. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup aux intervenants d'une très très grande qualité. Merci à vous, cher auditoire.